Bon, alors bonjour à tout le monde. Voilà, on est en famille. D'un côté, pour moi, ça va être un entraînement. Finalement, c'est peut-être pas un hasard de le faire comme ça entre nous. Il n'y a que la dame là que je ne connais pas, mais je suis complètement à l'aise avec elle parce que voilà, on partage la même chose. Donc voilà, donc je ne vais pas me présenter. Si, pour la dame quand même. Voilà, alors Nathalie, 53 ans, j'ai 2 garçons. Thibaut qui a 29 ans et Renaud qui s'est envolé à l'âge de 21 ans. Alors j'étais auxiliaire puéricultrice en crèche. C'était un métier que j'adorais, que je faisais avec passion. Et suite au départ de Renaud, j'ai travaillé 3 semaines après et au bout de 7 mois, pardon, j'ai repris 3 semaines après. J'ai travaillé pendant 7 mois et au bout de 7 mois, c'était plus possible quoi, de faire semblant, de porter un masque. Travailler avec des tout petits, avec des êtres humains, il faut être à 100% et j'étais loin et je suis loin de l'être même actuellement aujourd'hui malgré tout. Donc je suis en congé longue durée et c'est très important que ça soit reconnu par la société, qu'on puisse prendre du temps pour vivre un deuil. Voilà. Donc c'est reconnu par la société et donc je prends le temps de me reconstruire grâce voilà. Alors je remercie Marilyn parce qu'elle s'est investie à 200% pour créer cette association qui va être belle et qui j'espère promet de belles rencontres. Là c'est la première mais elle va voir peut-être les choses différemment et ouais, je suis sûre qu'elle va rebondir. Voilà, parce que Marilyn est quelqu'un qui a la pêche et je garde espoir et confiance pour cette association. Il ne faut pas voir... Voilà, donc je remercie les amis et la famille d'être là. D'être venu parce que même si c'est douloureux pour vous, parce que je tenais à vous dire qu'il nous faut de l'énergie pour nous battre et avancer. Et cette énergie, c'est grâce à vous, les amis, la famille qui nous entourez et qui nous soutiennent tout au long de ce chemin chaotique. Beaucoup de parents endeuillés que je connais mais seraient venus vraiment aujourd'hui, mais vu la distance, ils ne sont pas là. Mais j'ai reçu des centaines de messages de soutien de leur part et voilà, je pense beaucoup à eux. D'autres ont fait le choix de ne pas venir parce qu'ils ne sont pas prêts, c'est trop douloureux, ils se sentent démunis, nous les comprenons. D'autres encore, qui ont la chance de ne pas connaître la perte d'un enfant, ont peut-être eu peur d'être déstabilisés dans leur confort quotidien. Et voilà, même si nous sommes amputés, blessés au plus profond de nous, il faut savoir que nous n'avons pas de virus contagieux. Voilà. Et s'ils savaient, comme j'ai dit tout à l'heure à table, combien c'est encore plus douloureux pour nous, leur fuite, et voilà, c'est encore plus douloureux. Même, voilà, on préfère que quelqu'un nous dise, voilà, on ne peut pas venir parce que c'est trop douloureux. Mais le silence, et je pense que je peux te tutoyer, voilà, hein, c'est très très douloureux, voilà. Si on ne pouvait plus prononcer le nom de Renaud, plus en parler, c'est pas possible, voilà, c'est... Alors nous, on a fait le contraire, on en parle tout le temps. Mais nous aussi, c'est pour ça que je dis... Les gens qui sont dérangés. Et puis voilà. Je dirais que ce sont des épreuves extrêmement difficiles qui nous permettent de voir qu'on a des amis, des vrais, qui sont là, qui nous soutiennent, qui restent là. Et puis on a des amis, alors pour diverses raisons, parce qu'il ne faut pas accuser les gens, je crois que voilà, c'est compliqué, qui ne peuvent pas et qui du coup... pourquoi leur infliger ça? Donc on les laisse partir. Peut-être qu'ils reviendront un jour. Il faut leur laisser du temps, voilà. Voilà, il faut laisser du temps. Je pense que c'est important. Bon, alors notre histoire, c'est... Voilà, on avait Renaud que pratiquement ici tout le monde connaissait. Renaud qui était un jeune homme sans problème particulier, qui travaillait bien à l'école, qui était entouré d'amis, qui était musicien. Nous n'avons eu aucun souci avec lui. Il était parti étudiant à Toulouse à la faculté. Et puis quand il est revenu aux vacances de Noël, on n'a plus reconnu notre Renaud, notre heureux, comme on disait. On l'a trouvé fermé, très très amaigri. Il bégayait énormément. Donc moi je me suis beaucoup inquiétée. J'en ai parlé d'ailleurs aux proches. Tout le monde nous a dit, m'a dit, ne t'en fais pas, il n'a jamais fait sa crise d'adolescence, il se cherche, nanana. On n'empêche que, voilà, moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'en ai parlé avec lui et
on n'arrivait plus à communiquer. Non, on a donné des pistes, il n'y avait rien à faire, il était fermé. Donc ça c'était en décembre 2013, 2012, donc bon, voilà. Et puis, un jour de mars 2013, le ciel nous est tombé sur la tête, on a reçu un coup de téléphone de la police de Toulouse en nous disant que Renaud avait fait une décompensation et qu'il avait agressé une jeune fille. On a d'abord cru à une erreur, c'était tellement Renaud qui était tout comme un agneau. On est allé là-bas avec notre fils et l'ancienne petite copine de Renaud. Et là, voilà, on nous a dit Renaud a agressé quelqu'un. Donc il y avait deux solutions. Soit c'était la prison, soit c'était l'hôpital psychiatrique. Il faut dire qu'on a été très très bien accueillis par ces policiers qui ont été d'une bienveillance et qui ont de suite vu que Renaud n'était pas un délinquant et qu'il avait eu un souci. Donc il a été pris en charge par une psychiatre. De là, on nous l'a interné à Toulouse dans un service d'urgence psychiatrique, ce qui résume qu'on n'a pas pu le voir pendant une semaine, ni au téléphone, ni... donc ça a été quelque chose de terrible, sans savoir ce qui s'était passé, on ne nous donnait aucune nouvelle. De là, après, on nous l'a mis dans un service de psychiatrie à Toulouse, un service ouvert. Et voilà, on a rencontré des psychiatres à Toulouse, des psychiatres, des très bien, des moins bien. Renaud est resté de mars à avril, c'est ça, avril à Toulouse. Ouais. Et puis au bout d'un moment, on nous a convoqués pour nous dire que Renaud était une énigme, parce que du moins après, il est redevenu dans son état normal, disons. Ils avaient au début supposé une schizophrénie, une bipolarité, mais ils ont vu que c'était pas ça, quoi. Donc on nous a convoqués, ils ont enfermé dans un centre à Albi, une unité spéciale pour qu'il soit suivi, sans traitement aucun, pour voir comment il allait réagir. Donc il est resté 7 mois dans cet établissement, un établissement qui était limite carcéral, très très dur. Il y a des gens ici qui sont venus et qui peuvent témoigner. Mais malgré cette dureté d'hospitalisation, on a vu Renaud progresser de jour en jour. De jour en jour. Et là, l'équipe était formidable. On pouvait téléphoner nuit et jour. On voyait Renaud. Les visites, c'était le rythme 1 heure par semaine et un coup de téléphone d'1 quart d'heure par semaine. Et bien sûr, on n'a loupé aucune visite et les proches et la famille ont se relayé. On a eu un réseau de soutien qui s'est formé autour de nous. On nous prêtait les voitures, les gens on y allait à tour de rôle. Et on a tout le monde à pousser pour Renaud, pour nous. Ça, on ne l'oubliera jamais. Donc Renaud est sorti. Après, en tout, entre Toulouse et Albi, ça fait 11 mois d'enfermement. Renaud est sorti. De suite, il a voulu s'en sortir. Donc il a été suivi sans diagnostic posé. Sinon que le psychiatre de l'époque avait dit un trouble adolescent. Voilà, c'était vague. J'ai aussi encore en contact avec ce psychiatre. Il passe tous les jours à Renaud parce qu'il n'avait jamais vu un cas comme Renaud. C'était vraiment un mystère pour la psychiatrie. Et donc, il est sorti avec un suivi au CMP, une psychologue privée pour faire une thérapie cognitive comportementale. Et puis, il allait mieux, il a repris du poids. Donc, c'était en février. Il s'était engagé comme bénévole dans une association promo dans Lézignan. Et il voulait faire des études d'infirmier. Donc, il préparait son concours. Donc, jusqu'en juin, ça allait. On a dit ça y est, ça va aller. Et puis en juin, ça a recommencé. On a vu son visage s'assombrir, il recommençait à bégayer. Donc là, on en a parlé avec lui et on est allé voir le psychiatre en famille. Un psychiatre très bien, jeune, qui était d'origine irlandaise et qui justement n'était pas de la vieille école de donner des médicaments, qui était très ouvert à toutes les médecines alternatives. Et voilà. Renaud, le feeling passait très très bien avec lui, nous aussi. Donc on a eu un entretien famille et là, il a dit à Renaud, je pense que tu as besoin d'une petite béquille, je vais te donner un petit traitement, mais pas lourd pour pas t'abrutir, puisque tu vas faire des études, tout ça. Donc il a pris un traitement, effectivement qu'il a très bien supporté, et je peux dire qu'au bout de 15 jours, Renaud allait beaucoup mieux. Vraiment avec ce traitement, il allait beaucoup mieux. Et voilà, donc ça a continué. Après, de nouveau, il y a eu des hauts, des bas, et comme on en parlait tout à l'heure avec la dame, il faut savoir que c'était terrible pour nous deux et pour Thibaut de vivre avec quelqu'un de fragile, parce qu'on ne sait jamais, moi le matin quand je me réveillais, je voyais dans son regard si ça allait pas. Alors il fallait faire attention à ce qu'on disait, faire attention
C'est vraiment épuisant. Quand il partait, je ne savais jamais s'il allait revenir, parce qu'il faut dire que Renaud verbalisait, qu'il disait un jour je vais me jeter sous un train. C'était dit depuis le départ. C'était son idée depuis le départ. Donc voilà, on a vécu comme ça, avec une angoisse permanente pendant des mois. Puis le dernier été, il a passé son concours d'infirmier, il a été admis. Et là, il est parti à Pamiers, là, à son école, et il a passé un été merveilleux où il était vraiment solaire avec nous. On a passé vraiment des moments inoubliables, mais parce que je pense qu'il avait pris sa décision et que voilà, il savait que la boucle était bouclée, il avait réussi son concours. Maintenant, voilà, il ne pouvait plus rester. Donc voilà, le 23 septembre 2015, il a pris cette décision d'aller se jeter sous ce train. Voilà, je ne vais pas vous dire par quoi où on est passé, vous le savez. Voilà. C'est quelque chose, une descente aux enfers inimaginable, mais dès le départ, comme je disais à la dame, moi, dès qu'on a appris cette catastrophe, la première chose que j'ai dit, voilà, on ne se fera plus jamais de soucis pour Renaud, parce que Renaud avait fini de souffrir et de nous inquiéter, et voilà. Donc, on est allé annoncer la nouvelle à la famille proche. Et à partir de là, moi j'avais qu'une idée en tête, dès qu'on a pris ça, on n'était pas là, on était en Espagne. Je suis restée au téléphone avec Thibaut, moi j'avais qu'une envie, c'est de voir Thibaut, Thierry a conduit, on est arrivé tranquillement. Et là, de suite, j'ai senti que Renaud était là. Mais c'est inexplicable, ça peut paraître incroyable, mais je l'ai senti là et il s'est manifesté rapidement. Avec des signes, la télé qui s'allumait, on n'avait jamais eu ça à la maison, la télé qui s'allumait, qui s'éteignait. D'abord moi toute seule, après avec Thierry, après avec Thibaut. Je me souviens, Evelyne est présente avec son mari, ils étaient au tout début, que Renaud était décédé, ils étaient venus un après-midi, on était sur notre tonnelle. Et Evelyne est témoin, on a entendu un sifflement, voilà, Evelyne a la chair de poule. Evelyne et Jean-Marie ont vu notre tête, Thierry, Thibaut et moi, parce que Renaud, quand il est arrivé, il sifflait, il avait un sifflet. Et on discutait avec Jean-Marie et Evelyne et on a entendu, et Evelyne m'a dit qu'est-ce que vous avez, c'est quoi, on est devenu blanc. Ben, j'ai dit écoute, voilà, t'as entendu siffler, c'était le sifflet de Renaud, donc ils l'ont entendu comme nous. Moi au début je pensais devenir folle, que c'était le chagrin et la douleur qui nous aveuglait ou qui nous faisait délirer. Et puis il y a eu une fois au tout début où on était chez les parents de Thierry et moi j'étais sortie fumer dehors, j'étais complètement anéantie. Et dans ma tête, je disais à Renaud, écoute-nous, ça ira, mais aide Thibaut, parce que Thibaut était... Voilà, parce qu'il ne faut pas négliger la souffrance des frères et des sœurs, parce que c'est encore plus dur pour eux, parce qu'ils ont perdu un frère ou une sœur, et ils ont leurs parents qui souffrent, et donc c'est vraiment, il faut faire très attention aux fratries. Et donc dans ma tête, j'étais dehors, je disais à Renaud, écoute-nous, ça va aller, mais aide Thibaut, parce que Thibaut était le pauvre, vraiment au fond du trou. Et mon téléphone a sonné, et Thibaut, qui est très cartésien, qui est vraiment du tout, me dit « Maman, je viens de coucher les jeunes à l'internat, tout est fermé, j'ai comme senti quelqu'un qui me tirait en arrière, tous les papiers ont volé, j'ai peur, je sais pas. » Je dis « Écoute, Thibaut, calme-toi, c'est rien, tu dis à Renaud que tu as peur, tout ça. » Il me dit « Je peux pas le dire à voix haute, j'ai l'impression que je suis fou. » J'ai pensé dans ta tête, j'essaie de le rassurer. Voilà, après, ça vient énormément fait peur. Après, il y a eu un autre soir à la maison où on était tous les trois. Il faut savoir que Thibaut a dormi pendant une semaine ou 10 jours dans le lit de son frère. Il a eu besoin de ça. Et au tout début, la maison, on y habite depuis très longtemps, et des coups dans le mur, des bruits, tellement que Thierry s'est levé pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un dans la maison. Thibaut s'est levé, il me dit, j'entends quelqu'un marcher autour de lui. Enfin, il pensait devenir vraiment fou, quoi. Ça c'est assez. Et puis, plus ça allait, et plus... voilà, on est tombé dans... Voilà, le premier été a été d'une noirceur terrible, parce que on était tous au fond du trou, moi, Thibaut et Thierry, et on n'osait plus se regarder dans la maison, parce que tu sais plus comment faire, tu vois les autres souffrir, et on en arrive à se dire, voilà, on va en finir, on ne peut pas rester comme ça. J'ai chapeauté même des plans, pour savoir comment, parce que je ne pouvais pas partir seule, je n'allais pas les laisser, eux et la famille, dans ce chaos.
Bon, après ça passe, mais il faut savoir que c'est la première chose qui traverse l'esprit quand on a perdu un enfant, on n'a qu'une envie, c'est de le rejoindre. Et puis Renaud était là, pour chaque fois qu'on était au fond du trou, on a toujours eu quelque chose. Mais il faut savoir que ces signes n'arrivaient pas, arrivaient à des moments précis, à des dates précises. Voilà, c'était quand même fort comme... Et puis après, moi je me suis mis à lire, à le chercher, à aller voir, aller à des rencontres, aller rencontrer d'autres parents endeuillés, lire des livres de témoignages de parents comme nous. Et puis un jour, j'ai une maman, je pense beaucoup à elle aujourd'hui, qui s'appelle Florence Trichet, qui a perdu Ophélie comme Renaud, par départ volontaire. Et puis Florence, j'ai expliqué tout ce qui nous arrivait, je dis voilà, est-ce qu'on devient fou, est-ce que... voilà, elle m'a dit non, elle me dit plus tu vas avoir confiance et plus tu vas recevoir des signes qui vont te montrer, ne doute pas. Elle m'a soutenue, et effectivement, il nous est arrivé des trucs incroyables, avec des témoins, sans témoins, des histoires incroyables, mais qui nous ont aidés à avancer. Après, moi, comme je dis, je ne veux convaincre personne sur ses croyances, tout ça. Nous, ce que je dis, c'est qu'on est là et ça nous a beaucoup aidés. Après, ce qui m'énerve, quand j'entends des gens dire « Oh, si ça les aide », nous, on sait. Voilà. Si les gens croient qu'on s'imagine des choses pour nous aider, nous, on sait que Renaud est là, il est présent avec nous. Et voilà, on a avancé grâce à tous ces signes et ça a été quelque chose. Et puis un jour, c'était au mois de janvier, par l'intermédiaire d'une association de parents endeuillés qui est sur Toulouse, qui s'appelle Source de Vie, j'ai une maman qui m'a contactée et qui me dit, voilà, il y a une conférence sur Toulouse qui est adressée aux gens qui ont perdu des enfants. C'est une conférence médiumnique. Alors là, qu'est-ce que c'est? Je n'avais jamais entendu parler, jamais de ma vie j'avais vu un médium ou une voyante. Et puis je tournais en rond dans la maison et elle me dit, cette dame, venez, parce que pareil, vous allez rencontrer d'autres parents endeuillés, vous allez voir. Et puis Thierry me dit, allez, tu montes dans la voiture et on y va. On verra bien. Donc on est arrivé à Toulouse, alors là, la salle était pleine, il y avait 100 personnes, on connaissait personne, on était tétanisés parce qu'on ne savait pas trop... Puis on a vu que le public, c'était pas des illuminés, c'était des gens comme vous et moi, enfin, qui avaient l'air tout à fait normaux. Donc on s'est assis devant, on nous avait réservé les places. Il fallait poser une photo, donc on a posé la photo de Renaud, mais complètement au fond, caché. On était comme deux idiots devant. Et là, il y a une dame qui s'appelle Christelle Dubois, qui était aide-soignante en soins palliatifs, et qui a pris la première photo, c'était Renaud. J'ai même pas eu la présence d'esprit d'enregistrer tellement qu'on était émus. Et là, cette dame a commencé à parler. Et en fait, dès qu'elle a parlé, on a reconnu Renaud. Les expressions, la façon de parler, c'était un truc... Et puis ce qu'elle a dit, voilà, elle a commencé à... Elle n'a pas dit, il est bien, il est en paix, il est dans la lumière, c'était pas les trucs... Elle a commencé à s'adresser à Thierry, et elle lui a dit, voilà, Renaud est là, il est très content... Alors on ne la connaissait pas, on ne connaissait personne. Hein. Il est très content que vous ayez gardé son blouson. Alors elle dit, c'est un blouson noir en cuir, mais non, ou c'est un blouson de moto. Effectivement, Thierry avait gardé, Renaud faisait de la moto, il avait gardé son petit blouson qu'il ne peut pas mettre parce qu'il est petit. Après, elle a décrit à Thierry les travaux qu'il avait fait dans la maison. Elle a décrit une bougie grise en forme de fleur de lotus que j'allumais devant. Enfin, des trucs, des détails, mais vraiment d'une précision. Moi, on pleurait comme deux madeleines, mais de joie, parce que on disait, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Je me rappelle, j'avais téléphoné à Jérôme, ça l'avait terrorisé. Mais j'ai dit, mais c'est un truc de fou, comment... Voilà, j'ai dit, voilà. Et elle m'a dit, vous savez, elle m'a dit, moi, ça m'a demandé énormément d'énergie, et lui aussi, parce que ça faisait que 4 mois qu'il était parti, et il a voulu vraiment donner des précisions pour que vous ne doutiez pas, que ça soit sûr que c'était lui. Donc à la fin, je suis allée la voir, et elle m'a dit, écoutez, laissez du temps passer. Si vous voulez, au moins dans quelques mois, on se contacte et par téléphone, je vous refais un contact, mais gratuitement. Voilà, donc quelques mois après, on s'est recontacté. Là, j'étais plus apaisée, mon stylo, et on est resté 1 heure au téléphone. Et là, pareil, elle m'a dit des choses. Elle m'a parlé du frère de Thierry, qu'elle n'était pas au courant. Elle m'a parlé de ma grand-mère, d'une tante à Thierry. Pareil, avec des détails stupéfiants de vérité. Elle m'a parlé de Patrick. Voilà, donc... Et puis un jour, voilà, on était là, donc on avait des signes de Renaud, ça commençait à... Ça n'empêche pas, ça n'enlève pas la peine, attention. Ça n'enlève pas la peine ni le manque, hein, ces genres de choses, mais
de savoir, ça aide, mais ça n'enlève ni le manque ni la peine. Et puis il faut faire très attention de ne pas devenir accro et d'aller voir tous les médiums, parce que dans ce milieu comme partout, il y a beaucoup de charlatans. Moi, cette dame, j'ai de suite senti que c'était pas quelqu'un de malveillant, donc voilà. Et je ne suis jamais allée voir d'autres médiums d'ailleurs que cette dame. Donc voilà, et puis un jour, il y a un livre qui s'appelle le livre de la vie et de la mort des Tibétains que nous avait conseillé de lire. Et ils avaient un groupe sur Facebook où ils mettent des textes, tout ça. Et un matin, il y avait un texte sur le suicide, mais un texte beau, mais très très dur à entendre pour des gens comme nous qui ont perdu un enfant. Donc moi je mets un commentaire en disant mon avis, et puis quelqu'un me contacte et il me dit est-ce qu'on peut vous téléphoner? Je dis oui, téléphonez-moi. Et là j'ai la personne qui avait créé ce groupe qui m'a au téléphone, elle me dit écoutez, ça va vous paraître fou, j'ai écouté moi maintenant plus rien ne m'étonne, vous savez on n'a plus peur de rien, on peut mon année. Elle me dit écoutez, je connais, elle ne savait pas du tout d'où j'étais ni rien. Elle me dit moi je connais une personne parce que j'avais mis une photo de Renaud, voilà, qui a vu Renaud en photo et elle veut absolument vous parler. Et cette dame me dit, c'était une dame qui était dans la région parisienne ou en Suisse, je ne sais pas où. Elle me dit, écoutez, si vous voulez, je vous mets en contact avec cette dame. Elle me dit, elle habite dans le sud de la France, elle habite à Sijan. Je dis, Sijan, rigolez ou quoi? C'est à 20 km de la maison. Je dis, qu'est-ce que c'est? Cette dame s'appelait Charlie. Et elle me dit, allez la voir, voilà, donc de suite je parle à Thierry, on téléphone à cette dame, on vient, elle me dit écoutez, moi je pars en vacances 15 jours, attendons 15 jours. Donc on arrive 15 jours après complètement tétanisée chez cette Charlie, une dame d'une quarantaine d'années, très douce, très gentille que Marilyn a vue, vraiment, voilà, on s'installe là, et là elle commence à parler. Ah non, d'abord quand je l'ai eu au téléphone, elle me dit voilà, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est cette histoire, Renaud? Et là elle me dit, Renaud est venu me voir. Il a une casquette jaune sur la tête avec un numéro dessus. Il faut savoir que Renaud était fan de Rossi, le pilote de moto, et qu'il avait la casquette avec 46 et qu'on l'a incinéré avec cette casquette. Comment cette dame pouvait savoir ça? Alors là j'ai dit, là, il faut y aller, c'est un truc. Donc elle me dit oui, voilà. Et elle me dit une nuit je me suis levée, donc cette dame a des facultés, des dons, je ne sais pas. Une médium. Elle me dit je me suis levée et j'ai reconnu la photo de votre fils, mais avec cette casquette, tout ça. Donc, on est arrivé là et voilà, il est là. Elle me dit mais pourquoi? Il a fallu que. Elle me dit je sais pourquoi. Elle me dit voilà, je vais vous parler de quelque chose. Je vais vous parler de l'écriture automatique. Je ne savais même pas ce que c'était, je n'avais jamais entendu parler. Elle m'explique ce que c'est. Elle me dit voilà, vous faites ce que vous voulez, ou vous le pratiquez ou pas. Elle me dit voilà, je vous explique, c'est une écriture intuitive. Moi j'ai écouté, maintenant on est là, allons. Donc elle me prend ma main, je ne sais pas ce qu'elle fait, elle dit salam alek sur mon bras. Et alors Thierry, on était là, pareil, terrorisé. Pour nous c'était vraiment notre monde. Et donc elle prend ma main et elle me dit laissez-vous aller. Et puis là, ma main part, et je commence à former des lettres tout attachées. J'ai le message dans le livre, là, le premier, je ne sais plus, je t'aime maman, je suis là, un cœur, une fleur. Voilà, sortie de là, très émue. Mais elle me dit voilà, maintenant, elle me dit il a voulu qu'on se rencontre pour vous donner le don ou le fluide, je ne sais pas comment appeler ça, pour communiquer avec lui par écriture automatique. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous voyez ça. Moi je suis sortie de là, je dis qu'est-ce que c'est? J'ai laissé passer des semaines. Et puis un jour, je dis allez, j'y vais. Je vais dans sa chambre, Renaud à son bureau, j'allume une bougie blanche, je fais ce qu'elle m'avait dit de faire, tout ça. Mais j'y vais, mais vraiment. Même, je me disais à moi-même, elle était dingue. Enfin, on était bonne enfermée. Heureusement que je pouvais en parler à des proches qui nous connaissaient et que bon, on savait que je n'étais pas encore prête quand même pour l'asile, même si on était. Et donc je me suis installée là. Et là, ma main est partie. Et alors, c'est impressionnant parce que je sentais une douleur dans le bras, vraiment une force. Alors, ça s'écrivait tout attaché, tout attaché. J'avais du mal même à me relire. Voilà, Thierry, puis là, je sors dans le jardin, j'étais complètement comme si je marchais à 2 mètres du sol. Je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est dingue. Puis je m'assois et je lève les yeux au ciel. Et c'est là que j'ai vu ça, dans le ciel, voilà, ce jour-là. J'ai vu cette photo de cet ange dans le ciel. Donc à partir de là, j'avais mon petit rituel. Tous les jours, pendant 8 mois à peu près, j'écrivais. Alors j'ai beaucoup douté là aussi.
Florence Trichet m'a beaucoup aidée parce qu'elle communiquait avec sa fille Ophélie. Et là où je n'ai pu douter, c'est quand Renaud me faisait écrire des choses qui se passaient après. J'ai un exemple de Saint-Antonin. Il m'avait écrit, on partait à la rivière, donc à Saint-Antonin. Et il m'avait dit, tu vas rencontrer un marin. Alors sur le coup, je le montre à Thierry, on rigolait, on était à la rivière. J'ai dit, alors là, rencontrer un marin à Saint-Antonin, bon, il y a des canoës, mais... Et on plaisantait là-dessus. Et donc c'était la première fois qu'on retournait à Saint-Antonin depuis le départ de Renaud, en sachant qu'on était à l'ensemble l'été dernier. Il y avait beaucoup d'émotions, on était vraiment très très fragiles. Et on descendait cette rivière à un endroit qui s'appelle le Saut du Loup, où Renaud adorait sauter. Et c'est là où il avait perdu ses Ray-Ban qui s'étaient achetés à 150 €. Et j'ai dit à Thierry, il faut s'arrêter là parce que j'ai envie de m'arrêter à ce Saut du Loup. On s'arrête à ce Saut du Loup, on saute au rocher de Renaud où il sautait, et puis on remonte dans le canoë. Et au moment où le canoë part, il y a une espèce il y avait du monde dans la rivière, c'était l'été, un gros chien échappe à sa maître, il nous saute devant le canoë, et là on entend les maîtres, marin, viens ici au pied. Écoutez, je peux te dire la tête qu'on a fait. Je dis à Thierry, arrête-toi, moi je ne pouvais plus tenir la pagaie, je dis arrête-toi. C'est pas possible, arrête-toi. Et là, quand on s'est arrêté, on s'est arrêté à une berge pas trop accessible, le premier endroit là. Oh, je tremblais et tout, même Thierry, on était, c'est quoi ce truc? Et là, je trouve un anneau en argent, et au milieu de cet anneau, il y avait une petite plume avec un truc bleu au milieu de l'anneau que j'ai gardé, que j'ai mis dans un truc sous verre. Voilà, donc ça, Renaud me l'avait dit avant. Il y a eu plein d'exemples comme ça, de choses qui se sont passées avant. Donc au bout d'un moment, je n'ai plus besoin d'écrire avec Renaud, parce que je demandais quelque chose et ça arrivait. Et donc il y a eu des signes d'homme fort, et puis il y a eu cette histoire du renard que je veux parler, parce que c'est quand même un truc incroyable. Donc le premier hiver, on était partis tous les trois dans les Landes, un endroit que Renaud adorait beaucoup, on a des souvenirs. Avec Thibaut, oui, Renaud, et Jérôme et Virginie, qui venaient, et André aussi qui était venu dans les Landes à Saint-Giron, et on avait dit, on était voilà, complètement au fond du trou, on est parti à cette plage de Saint-Giron, et là, on marchait tous les trois, on était vraiment très très fragiles là, à ce moment-là, et on était à Saint-Giron, à la plage de Renaud, et à l'époque, on n'avait pas de téléphone, on avait l'appareil photo. J'avais l'appareil photo, et puis je marchais, je dis à Renaud, on est sur ta plage, fais-nous un signe, fais-nous un signe. Je lève les yeux au ciel, clac, j'ai ça. Bon, j'ai cette photo. Et puis le soir, on veut aller manger au resto. Et moi, dans ma tête, je ne parlais pas à voix haute encore, j'étais pas encore... Et je dis à Renaud, fais-nous un signe, mets-nous une biche sur notre route, ou une biche. Et puis on part dans la voiture, et en montant dans la voiture, je dis à Thierry, à Thibaut, je dis voilà, Renaud, il va nous faire un signe avec une biche. Alors Thibaut, arrête tes conneries, hein. On va là, on démarre, pof, une biche, deux biches, un lapin, un renard. On va manger au resto, le soir pareil. Et à un moment donné, il y a eu deux biches, mais vraiment, qui se sont arrêtées au milieu de la route, là, ces routes des Landes, là, ces forêts, qui nous ont regardés. Thibaut a été terrorisé, il m'a dit, ça m'a fait trop flipper, qu'est-ce que c'est ce truc? Tu dis, ça, voilà. Et à partir de là, j'ai dit à Renaud, bon écoute, ton frère a eu peur, mais c'est pas grave, moi ça me plaît. Ben, j'ai dit, ça serait bien que, puisque Reureux, on t'appelait Reureux le renard, ça serait sympa qu'on ait des renards. Et des renards, il faut savoir qu'on n'en avait jamais vu avant. Et depuis 3 ans, nous voyons des renards. On n'a pas fumé la moquette, on voit des renards, mais à des dates précises. Voilà, on voit des renards pour l'anniversaire de Thierry, voilà. Donc cette histoire avec le renard, on a pris des photos. Il y en a eu un il n'y a pas longtemps là, qu'on a vu en plein jour qui a tourné autour de nous au château de Quéribus. On avait visité le château, il faisait jour. Il n'y avait que nous sur ce parking là. Et tout d'un coup, moi j'étais en train de m'enlever les chaussures, il faisait jour, c'était 18h30 et Thierry me dit le renard. Ben, un renard est arrivé, il est resté 2 heures autour du camion. En plein jour, à tourner, on l'a filmé, enfin voilà. Et c'était, voilà, donc cette histoire du renard, voilà, je ne sais plus combien de temps, 2 fois de renard, je crois qu'on en a vu peut-être une quinzaine. Si. Ah oui. Voilà, donc on a cheminé grâce à ça. Et après, je vais laisser la parole à Thierry qui va vous expliquer comment on a réussi à avancer, bien sûr grâce aux amis, à la famille, et grâce à cet éveil à la spiritualité,
l'importance de témoigner, l'importance de la parole. Et voilà, et puis ce que je veux dire, comme j'ai dit à la dame, que tous vous savez que Renaud il ne voulait pas mourir, mais qu'il voulait arrêter de souffrir. Et qu'après aussi, on ne fait jamais le deuil de son enfant, on doit faire le deuil de la personne qu'on était avant. Ça c'est sûr. Donc moi ce temps que j'ai là et que je... Tu le redis, ah oui. Je disais que Renaud il ne voulait pas mourir, qu'il voulait arrêter de souffrir, et qu'on ne fait pas le deuil de son enfant, mais qu'on fait le deuil de la personne qu'on était avant, qu'on n'est plus les mêmes personnes. Voilà, on a pris un autre chemin, et voilà, et on avance un jour après l'autre. Tu avais des jours très difficiles, là ça va être compliqué parce que la date anniversaire arrive. Voilà, donc on essaye de... Mais on est sûr qui va nous arriver, ou un renard, ou des tas. Enfin, j'ai mis quelques photos de signes qu'on a eu les derniers. Thierry vous racontera le dernier qu'il a eu pour son anniversaire le 8 août, qui est quand même très fort. Et voilà, donc l'importance de témoigner, de rencontrer d'autres parents endeuillés. Ça, c'est dommage qu'il n'y en ait pas eu là, parce que ça aurait été vraiment très riche de partager avec les parents. Et l'année dernière, au mois de juillet, Thibaut venait d'aménager dans son nouvel appartement, et ça a été très très difficile pour nous, parce que c'était la fin de l'année scolaire, et Renaud aurait eu son diplôme d'infirmier. Donc il y a toute l'école qui fêtait le diplôme. Et les jeunes filles ont pensé à Renaud, et pour la remise des diplômes, elles ont mis sur leur cœur la photo de Renaud. Ça nous a vraiment bouleversé, fait plaisir à un point. Et là, moi j'étais vraiment très très fatiguée moralement. J'ai commencé à réécrire, donc j'ai voulu écrire comme une espèce de témoignage qui, mois par mois, d'un an de cheminement dans notre deuil. Par rapport à nos voyages, par rapport à... Voilà, donc mois par mois, ça sera un album photo, parce qu'il y a beaucoup de photos de paysages de nos voyages. Et voilà, donc il est fini, il est presque fini. Thierry est en train de mettre les photos là. Voilà, Virginie sera chargée de corriger les fautes, parce que Renaud ne faisait pas de fautes, mais voilà, on en fait. Donc voilà, ça ne sera pas long, mais voilà, ça va s'appeler à Renaud les road trips vers la résilience, et ça va être un témoignage, comme on dit, pas un journal, un récit, album photo, voilà, pour témoigner de notre cheminement par rapport à nos voyages en fourgon, et voilà. Vas-y. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça a changé votre vie, tous ces signes? Eh bien, ça a changé notre vie parce que ça nous a donné de l'espoir, que nos êtres chers sont avec nous, et qui sont de l'autre côté du voile, et que la vie ne se finit pas, quoi. Il y a une autre vie après, et je plains les gens qui sont fermés à ça, parce que ça doit être terrible, surtout pour un enfant. Quand c'est un deuil, dans l'ordre des choses, ça fait déjà beaucoup de peine. Quand on perd un parent, un grand-parent, mais c'est dans l'ordre des choses. Mais un enfant, et en plus par suicide, c'est quand même un deuil particulier. Mais comme je disais à la dame, après, la peine est la même, qu'on perde un enfant par accident, maladie. Voilà, le suicide, ça rajoute quand même une particularité, mais ça aide beaucoup. Et puis tous les gens qu'on a rencontrés, c'est des gens, c'est pas du tout des gens illuminés ou qui sont dans des sectes ou genre des médiums. C'est des gens qui ont des situations tout à fait, c'est des profs, des médecins, et qui ont perdu un enfant et qui se sont ouverts à ça, beaucoup, qui ont eu des signes de leurs enfants et qui n'étaient pas du tout dans ce... Voilà, après, on ne convainc personne. Nous, on sait, et la preuve, on est là. Et le docteur Forêt, qui est psychiatre, qui est un psychiatre qui je ne sais pas si tu connais, le docteur Forêt, je te conseille fortement ses livres. Il en a écrit deux, celui qui va t'intéresser, ça sera Deuil après le suicide d'un proche, que je conseille aussi aux proches, parce que c'est un livre de chevet, ça aide à l'entourage aussi d'accompagner les gens endeuillés. Puis après, il a écrit Vivre le deuil au jour le jour. Alors là, ça concerne tous les deuils, peut-être Evelyne, tu les as lus, ouais. Et c'est vraiment un psychiatre qui est très ouvert à la spiritualité. Et on est allé le voir en conférence, Thierry en parlera. Et ce psychiatre, je te laisse la parole. Et ce psychiatre a parlé en conférence devant des centaines de personnes. Il est médecin psychiatre. Et il a parlé des c'est contact subjectif avec un défunt. Je ne sais plus, il y a une initiale, voilà. Et il a dit, voilà, moi je suis psychiatre.
j'ose maintenant, dans mes conférences, parler de ça, parce que j'accompagne les gens endeuillés, et je peux dire que les gens qui ont eu des signes et des contacts avec leurs disparus, ça les aide énormément. Et moi-même, en étant psychiatre, quand j'ai perdu ma maman, j'ai eu des contacts, il nous a expliqué les signes qu'il avait eus. Voilà, et donc c'est bien que les gens qui soient médecins commencent à parler de ça pour justement que ça s'ouvre un peu, que ce ne soit pas que des gens illuminés ou des... Voilà, et lui il est médecin psychiatre, voilà, donc c'est pas... Il y en a d'autres qui suivent, ils sont peu nombreux, mais ça commence à... Donc quelque part, tu peux dire que les signes vous ont redonné goût à oui, la vie. Voilà. C'est ce qui nous a sauvés. Et puis le soutien, voilà, les amis, c'est très important l'entourage. Parce qu'il y a des parents qui sont seuls et c'est compliqué. Voilà. Et votre amour. Oui. Voilà. Tiens, allez, j'arrête. Après la belle tirade de Nathalie, je vais rebondir sur la question par rapport au signe. Justement, j'en ai eu un de très fort. Le 8 août, c'est mon anniversaire. Et le 7 août, on a mangé chez Manou et Bernard et on est parti à la mer, passer 2 jours comme ça. Donc, bon, pour résumer, le 7 août au soir, Renaud a écrit 45 chansons qu'il a enregistrées. Et de temps en temps, j'en diffuse une sur Internet. Et le 7, on allait à la mer, j'ai dit je vais mettre Frisbee Pacifique, c'est le titre d'un album qu'il a écrit. Et c'est la première chanson de l'album. Donc je mets ça, j'en ai envie, je la mets. Voilà. Donc ça c'est fait, on s'en va donc à la mer, non, on va manger à Narbonne et après au retour, en partant vers la mer, je dis on va aller faire un bivouac avant la mer parce que c'est un peu tard pour le chemin, etc. On va s'arrêter dans un chemin, dans la Clappe à Narbonne, quoi, dans la Pinède, un endroit où on allait souvent quand les gamins étaient petits, au retour de la mer, faire un pique-nique comme ça pour entrer à la fraîche. Donc là, c'était 1h du matin, donc là, je rentre dans la forêt, magnifique, on tourne marche arrière, on met le lit, on ferme tout, et puis on dort. Et le matin, je me lève très tôt, donc je sors du camion à 6h30, et je fais 3 mètres là, et qu'est-ce que je vois par terre? Un frisbee, magnifique, rouge, et c'était le 8 août. Alors là, j'ai dit, Renaud, tu es un monstre, quoi, tu es une machine de guerre. Donc là, j'ai dit, voilà, ça c'est quelque chose qui fait... Bon, là, je le raconte avec de l'humour, mais c'est vrai que ça fait énormément d'émotion que ce jour-là, je vois ça devant le camion, en ayant mis la veille la chanson au titre Frisbee Pacifique. Bon, et dans un endroit que Renaud connaissait et où il a joué au ballon avec son frère, etc. Donc, et au frisbee, évidemment. Donc voilà, donc ça c'est une des réponses à un des signes forts qu'on a eu par rapport au signe. Voilà. Après, bon, je vais continuer un petit peu mon point de vue à moi par rapport à mon histoire. Nathalie a raconté un peu la sienne. Si je parle fort, pas assez fort, c'est bon, je monte un peu. Reste comme ça. Comme ça. Et donc, voilà, donc les premiers pas dans le deuil, pour moi, là on parle vraiment personnellement. Hein, Nathalie, ça a été l'écriture automatique, moi j'ai pas fait ça. C'est la chute d'une falaise. On tombe, on descend et on ne sait pas, c'est le vide sidéral et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Ça peut durer plusieurs mois. Hein. On marche dans la rue, on est assis à table, mais on tombe. Ça ne s'arrête jamais. C'est une chute libre, inexplicable. Et on se demande comment on va faire pour l'arrêter. Alors, nous, on a pris des décisions. On a décidé de faire Nathalie l'écriture ou les signes, etc. Moi, j'ai tendu les bras comme ça, je me suis accroché une branche. C'était les témoignages de parents endeuillés qui ont vécu la même histoire que nous. Et là, je me suis vraiment bien reconnu dans leur histoire. Parce que c'était la même. On n'était pas les seuls. Et je me suis dit, voilà, c'est bon. Il y a quand même, malgré tout, des gens qui connaissent cette souffrance qui n'est pas commune et que je souhaite à personne, bien sûr. Donc ça a été le témoignage de parents qui ont écrit des livres sur leur histoire à eux, comme Nathalie a fait avec Renaud Prince et les Étoiles. Et là, ça a commencé à aller mieux, entre guillemets, ça m'a aidé du moins, ça a mieux comprendre comment on peut faire pour s'en sortir, même si on ne s'en sortira jamais en fait, hein, c'est toujours gravé jusqu'à la mort. Et ensuite, donc, on a parlé de Christophe Fauré, par le biais justement des parents endeuillés. Christophe Fauré, il est vraiment très apprécié parce qu'il a les mots précis, il est psychiatre et il a les mots précis parce qu'il parle vraiment du suicide d'enfants et qui reste là, dont les premiers concernés ce sont les parents et la fratrie. Et c'est vraiment la personne qui m'a donné la clé, qui m'a donné le déclic pour continuer à rester. Lui, vraiment, c'est grâce à lui que je peux parler maintenant de ça. On a assisté avec lui
à 2 conférences sur le deuil dans un temple bouddhiste à l'Erabling, à côté de l'Odève. Et là, c'est sur 2 jours, c'est que sur le deuil, ça paraît plombant, mais bon, quand on en a besoin, c'est vraiment un ballon d'oxygène. Donc on a passé 2 jours, enfin 2 et 2, 4 jours avec lui. Il explique tout comme il faut, c'est très facile à comprendre, sur le fameux processus de deuil, comment faire, comment gérer ses réactions, ses états d'âme, et comment continuer à vivre en couple ou avec son fils aîné, sans que tous les cas sont différents. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à communiquer, c'est normal, il faut laisser passer, c'est l'histoire du processus, je ne vais pas en parler maintenant, c'est très long, mais ce fameux processus, quand on connaît son déroulé, on comprend mieux la réaction de l'autre et on peut l'accepter et on peut continuer à vivre. Voilà, ça c'est très important de connaître cette histoire de processus de deuil. Donc après ces conférences avec Forêt, notre vie a changé, Nathalie en premier et moi dans la foulée. Je me suis arrêté de travailler au bout d'1 an. Quand Renaud est parti, j'ai tenu 1 an. Et en fait, j'avais une très grande appréhension sur la date de départ, la première date, le 23 septembre 2016. Je la voyais arriver comme un tsunami sur moi et là je me suis écroulé. J'ai tenu 1 an, mais j'étais pas du tout, j'ai continué à tomber, quoi. Je n'arrivais pas à me relever. Et là, ça a été le déclic. Le psychiatre m'a dit, écoutez, je vous attendais, il faut vraiment que vous preniez temps pour vous. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça, sinon vous allez tomber malade. Et donc, c'était un besoin, c'était pas une envie. Donc, pendant 2 ans et demi, je me suis arrêté de travailler. Alors, c'est un arrêt de travail pour moi, pour ma santé, et pour Renaud, par respect pour lui, pour ne pas l'oublier, ne pas bâcler ce début de deuil. Il faut vraiment soigner le début de deuil, c'est-à-dire que Forêt l'explique bien, le deuil c'est une plaie sur laquelle va rester une cicatrice toute la vie. Si la plaie est mal nettoyée, avec un mauvais pansement, elle va être moche la cicatrice toute la vie. Mais si on nettoie bien au début, si on désinfecte bien, si on met un beau pansement, la cicatrice sera plus jolie. Malgré tout, ça sera une cicatrice. Voilà, c'est une histoire vraiment rapide, mais c'est très imagé pour bien comprendre. Voilà, donc c'est un temps précieux que j'ai pris pendant 2 ans et demi. Je ne me suis pas du tout ennuyé. Bon, il y a eu les 2 bouquins, il y a eu du temps pour nous 2, pour nous 3. C'était vital. Tous les matins, c'est la connexion avec la nature. Tous les matins, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, je partais marcher pendant 1 heure ou 2 heures. Et ça a été quotidien. La marche matinale, c'était vraiment très important. La connexion avec la nature, voir le soleil se lever, des choses tout à fait vraiment anodines pour le commun des mortels, mais pour nous qui sont très très importantes pour apprécier cette nouvelle vie, si on peut dire apprécier. Voilà. Donc voilà, bon, il y a eu des voyages avec le fourgon, on continue, c'est pour avoir une vie ensemble, tous les deux, on est dans un périmètre de 2 mètres carrés pendant plusieurs jours, donc là vraiment la connexion est liée et heureusement, Dieu soit loué qu'on continue à vivre comme ça, avec dans la plus simple, la vie la plus simple, quoi, simplifier la vie au maximum, avec le minimum de contraintes pour essayer de continuer. Voilà, après bon voilà, il y a surtout aussi pour passer aux personnes bienveillantes, aux amis proches, à la famille proche. C'est aussi grâce à vous, vous tous, et toutes qui êtes là, et d'autres qui ne sont pas là, et ça c'est pas grave, de continuer à l'évoquer, à parler de lui, et à nous soutenir quand on n'allait pas bien, par des petites choses de rien du tout qui nous ont beaucoup aidés à avancer et à ne pas sombrer, quoi, à ne pas tomber dans la faim, quoi. Pourtant, il y a eu des fois où on se sentait vraiment très très mal. Après, il y a une association qui s'appelle l'association Phare Enfants Parents, j'en parle un petit peu parce qu'elle est très très importante pour nous. C'est une association qui est sur la prévention du suicide chez les jeunes. Alors, on participe au groupe de parole 1 fois par an, ou 2, à Paris. C'est un groupe de parents endeuillés, on ne se connaît pas. Et en fait, ça va durer 3 heures et à la sortie, on va aller se faire un resto. Et on va parler avec des amis qu'on ne connaît pas, on va leur raconter des histoires qu'on ne dira pas à des amis de 30 ans. Parce que c'est une connexion tellement belle et rapide, ce sont des personnes qui ont vécu la même chose. Et ça va d'une rapidité, c'est la lumière, quoi. C'est hyper vif. Donc il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas de jugement, c'est très très important et on parle beaucoup. Et la parole, Nathalie, elle a commencé, moi si je continue après je ne peux plus m'arrêter. Donc la parole apaise, la parole libère. Et ça c'est très important de continuer à parler de notre vie, de notre fils, comme on fait aujourd'hui.
Voilà, donc j'ai pris des notes, je m'insère un peu, sinon je vais oublier. Donc voilà, ce sont des liens très forts avec ces gens-là. Après, donc là, par le biais de l'association, quand on rencontre, ce ne sont jamais les mêmes personnes. Hein. Après, il y a quelques personnes qu'on peut retrouver. On parle souvent de nos enfants, ils nous ont laissé une lettre, ils ne nous ont pas laissé de lettre. Nous, on a dit, bon, il nous a laissé une belle lettre et un carton plein de livres, de cahiers noircis, remplis de textes, de chansons, de poésie. Et parce qu'il écrivait beaucoup, et en fait, beaucoup de parents nous ont encouragés à publier ces textes-là, parce qu'au moins on vit la souffrance de l'intérieur de la personne, notamment sur l'hospitalisation. Bon, il a été hospitalisé 11 mois, et on ne l'a pas vu pendant 11 mois à la maison, hein, donc c'était quand même costaud. Et là, il a écrit un journal, il a vidé son sac, tous les jours il écrivait. Et là, on voit bien la souffrance psychique d'une personne qui n'est pas bien et qui n'arrivera pas à s'en sortir, parce que c'est écrit noir sur blanc, il n'y arriverait pas, il souffrait trop, il voulait partir. Donc tout ça, c'était bien joli, mais moi je leur disais, c'est pas le moment, je ne peux pas le faire, c'est trop compliqué. Mais un jour peut-être. Mais bon, comme j'avais du temps, j'ai dit, bon, mais un jour j'ai pris la décision, en janvier 2018, j'ai pris l'ordinateur et les cahiers, et j'ai tout classé par ordre de logique. On a mis des photos, on a mis son calendrier, toutes ces affaires. On n'a pas touché un mot. Et est sorti donc Nathalie, les mots et les mots de Renaud. Donc pour vraiment bien faire comprendre la souffrance psychique d'une personne qui est en détresse, et surtout aussi pour l'aider, elle et son entourage, pour les parents qui éventuellement vivraient la même histoire que nous. Je vais vite fait parler de l'UNAFAM, parce que l'UNAFAM, quand Renaud est sorti, on a été à la Narbonne, il y a une antenne avec Madame Guitard, qui s'appelle Ruth Benjamin, une personne formidable, qui nous a, à cette époque-là, quand Renaud était hospitalisé, on était au bout du rouleau, parce qu'on ne l'a pas vu pendant 11 mois, et elle nous a sauvé la vie, là, au départ. C'est vrai que c'était quelqu'un, c'est comme Forêt, hein. C'est quelqu'un qui a mis des mots sur des états d'âme, sur des ressentis qui étaient affreux, quoi. Nous, on avait ce petit à l'hôpital depuis 11 mois, on ne savait pas comment ça allait se passer, cette histoire-là. Donc l'UNAFAM, on connaît très très bien, on a eu un contact téléphonique avec Madame Guitard, on allait la voir à sa permanence. Donc voilà, l'UNAFAM, c'est quand même des personnes qui sont bienveillantes, qui connaissent le sujet vraiment par cœur. C'est surtout des gens qui vivent la même chose que ce que qui ont vécu, la même chose. Voilà. Donc comme je disais... Il n'y a pas besoin de phrases très longues. Voilà. Dès que vous commencez à prendre la parole, ça va tout seul. vous sentez que vous êtes compris, quoi. Voilà, moi aussi, c'est l'UNAFAM qui m'a sauvée. Voilà, vous voyez. Il y a déjà quelques années. Donc c'est extrêmement important de pouvoir parler avec des tiers qui sont des personnes comme vous, des pères, voilà. Vraiment des pères PAIRS, qui ont vécu la même chose que vous. C'est vrai pour la maladie psychique et c'est vrai pour le suicide. Ça, c'est clair. Voilà, donc ça c'est l'UNAFAM, mais bon, je voulais faire la parenthèse avec eux parce que vous êtes une association qui nous a vraiment sauvés au début. Et Renaud était en vie, attention, hein, parce qu'il était en vie, mais il était dans un hôpital psychiatrique. Et là, bon, là, je ne vais pas reparler de la psychiatrie dans les hôpitaux, il y en a de très bons, des moins bons, mais c'est quand même des endroits très durs pour la personne qui est et pour la personne qui va rentrer et visiter le patient. Après, voilà, par exemple, nous, je rebondis là-dessus, c'est par rapport à Renaud, à son acte, à son suicide, étant donné qu'on n'a pas de culpabilité, ce qui est assez rare par rapport au fait qu'on a beaucoup poussé, il nous a aimés, on l'a aimé, on n'a pas pu faire plus que ce qu'on a fait. Et je disais à Madame Guitard, justement, à l'époque, quand il était à l'hôpital, et qu'on ne savait pas trop comment ça allait se finir, mais il y avait quand même cette issue. On y pense, plus ça allait, plus on y pensait, mais on se dit, ça n'arrivera jamais. Mais c'est arrivé. Et les psychiatres disent souvent, en psychiatrie, c'est comme en cancérologie ou n'importe quelle maladie. C'est une maladie, on s'en sort ou on ne s'en sort pas. Ceux qui ne s'en sortent pas, mais ils passent à l'acte, et voilà, c'est un échec pour eux, mais en cancérologie, c'est pareil, dans toutes les maladies, il y a des personnes qui décèdent. Il faut vraiment le mettre en compte sur une maladie incurable pour certaines personnes, d'autres qui s'en sortent et certaines que oui. Et en fait, vu qu'on a beaucoup lutté avec lui pendant qu'il était à l'hôpital, par le réseau d'amis, d'être présent à toutes les visites, de lutter, de se renseigner, de faire beaucoup de démarches, de ne pas rester inactif pour essayer de faire d'arriver au bout.
on s'est forgé une carapace à cette époque-là, quand Renaud était à l'hôpital, qui nous a permis de... Moi je dis souvent, il est mort d'une longue maladie. C'est comme si on va voir quelqu'un à l'hôpital, on sait que pendant 3 ans il va lutter, il se peut qu'au bout de 3 ans, il décède parce qu'il n'arrive pas à arriver au bout à vaincre la maladie. C'est ça, il est mort d'une longue maladie, Renaud, c'est exactement ça. Et Madame Guittard avait bien ressenti cette métaphore-là, donc c'est très important aussi ça par rapport à nous. Renaud, il n'est pas arrivé donc, du jour au lendemain, boum, il a dit je vais me suicider et c'est fini. Donc ça a duré très très longtemps, ça a duré 3 ans. Et pendant 3 ans, on a lutté avec lui et ça n'a pas suffi. Voilà, donc ça c'est une remarque qu'il faut prendre en compte par rapport à son acte. Voilà, après moi personnellement, donc Nathalie, tu veux reprendre un peu? Non, vas-y. Je continue par rapport à moi. J'ai commencé, je dis bien commencé avec un grand C, à me sentir en paix au bout de 3 ans. Donc 3 ans à tomber de plus en plus lentement et à essayer de ralentir cette chute qu'on n'arrive pas à contrôler. Après, bon, chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Il y a des personnes qui n'arriveront jamais à être en paix ou alors très rapidement. Bon, voilà, moi c'est 3 ans. C'est surtout dû en fait à un cheminement, c'est un cheminement harmonieux que j'ai eu grâce à l'amour qu'il y a à la maison en fait. L'amour qu'il y avait à la maison pour nous 4. On l'a divisé en 3, donc il y en a de l'amour pour 4, on n'est que 3. Donc évidemment, on a plus d'amour qu'avant, même si Renaud n'est plus là. Ça paraît simple, mais c'est tout à fait simple, mais c'est la vérité. Bon, les amis très chers, je ne fais que le dire, je ne vais pas le répéter, mais ils le savent. On ne peut pas s'imaginer quand on ne vit pas ça et quand dans les amis chers, l'aide pour laquelle ils sont là et l'aide qu'ils nous apportent. Vraiment, c'est invisible, mais c'est d'une force inouïe. Ça fait un bien fou. Il n'y en a pas 50, mais bon, il y a un noyau vraiment magnifique. Et donc, merci à eux. Après, on a été suivi par des médecins, psychiatres et des psychologues. Moi, je continue, avec un rythme beaucoup plus espacé, parce que j'en ai moins besoin, mais je reconnais que je peux appeler n'importe quand. Je suis reçu de suite, et là, c'est quelque chose d'important, parce que ce sont des professionnels. Évidemment, il faut que ça colle au début. Donc, moi, ça a bien collé et ça m'a beaucoup aidé. Donc, je me dis, avec eux aussi, un professionnel peut aussi cerner des choses que je peux être un petit peu à côté ou quoi. Ils vont de suite être très précis et m'aider encore plus. C'est plus pointu et c'est plus précis qu'un ami ou que Nathalie ou que Thibaut, etc. Donc, c'est complémentaire. Après, il y a le fameux temps pour soi. Le temps pour soi, bon, l'arrêt de travail, on n'a pas chômé, mais dans le sens où on n'a pas perdu une minute. Et ce fameux temps pour soi, pour se reconstruire, c'est très très important. Ça m'a sauvé la vie, ce temps ce temps pour moi, c'est-à-dire sortir tout ce qui sert à rien, tout ce qui est inutile, tout ce qu'on peut imaginer qui pèse autour de nous, vraiment un grand coup de balai, et se recentrer sur soi et se reconnecter à la nature, la spiritualité. Des petites choses, certes, c'est à la mode là, de le dire maintenant, mais nous c'est vraiment vital, hein. C'est pas du tout de dire le temps présent, ceci, cela, non. C'est vraiment nettoyer, enlever tout ce qui sert à rien et garder l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie, c'est l'amour. En fait, maintenant, au bout de 3 ans, j'ai envie de vie, en fait. J'ai envie de vie et j'aime la vie. C'est quelque chose qu'on m'aurait dit il y a 3 ans, j'aurais dit non, c'est pas possible. Et là, maintenant, grâce à l'aide de tout ce que je vais vous raconter, et l'amour qu'il y a au foyer, et de Renaud, j'ai envie de vie et j'aime la vie. Alors, ça paraît paradoxal, mais c'est vraiment vrai, c'est profond, et c'est l'essentiel, ça vraiment d'être positif, voilà. Je pense à une chose que j'ai marquée, là, c'est vrai qu'au début du deuil, le lien avec la personne qui est décédée, c'est la souffrance, c'est le manque, c'est la peine. Le manque, non, le manque vient après. La peine et la souffrance. Et après, maintenant, c'est plutôt la connexion, le lien se fait par la connexion intérieure. C'est-à-dire qu'il est là et je sais qu'il m'aide. Donc, et ça, c'est une connexion qui fait du bien, c'est plus une connexion de souffrance, c'est une connexion positive qui fait du bien. C'est invisible, mais ça me nourrit, c'est ma petite flamme à moi, elle s'est jamais éteinte et s'éteindra jamais. Et ça, c'est la clé de tout. Je ne veux surtout pas qu'elle s'éteigne, elle ne s'est pas éteinte là, elle s'éteindra jamais, j'en suis sûr. Voilà, après le cheminement que l'on fait, bon, vous le connaissez tous. Je peux dire qu'on a survécu à la perte de notre fils. On a survécu à la perte de notre fils. On est sur le chemin de la résilience, bon, comme on a noté sur le bouquin de Renaud.
Et que je peux aussi dire, pour conclure, après Nathalie, je te laisserai le micro, après je continuerai un peu, qu'il y a une vie après la perte d'un enfant. Voilà, on peut dire ça personnellement, on peut survivre à la perte d'un enfant avec tout un travail phénoménal et herculéen quotidien, ça ne se fait pas tout seul, et grâce à l'amour et grâce à la vie. Voilà, c'est vraiment la clé de tout pour nous. Après, toutes les personnes endeuillées par la perte d'un enfant réagissent différemment. Bon, il y a des personnes qui peuvent pas s'éloigner de 3 km du cimetière, il y a des personnes qui peuvent aller plus loin, d'autres qui... Voilà, mais nous on fait comme ça, on parle de notre histoire à nous, et on fait comme ça. Après, je vais rajouter à y être comme ça, je te laisserai le micro pour de bon. Non, il faut que tu continues un petit peu. Il y a un film qui est sorti au printemps. Ça s'appelle « Et je choisis de vivre ». Ça résume tout, mais c'est l'histoire d'une maman qui perd son petit qui a 1 an. Elle s'appelle Amande, elle est instite. Et elle a choisi de vivre. Elle va faire le tour de la Drôme, de la Haute-Drôme, avec ses affaires sur un âne et un copain à elle qui va la guider. Ils vont traverser des villages paumés, elle va être en connexion avec la nature quotidiennement, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Et en fait, voilà, ce qu'elle vit, elle, on le vit. Et on a été très touchés de ce film, je ne sais pas si tu l'as vu. Non, je n'étais pas là. Bon, il va donc, pour les gens qui ne l'ont pas vu au cinéma, il va passer sur une chaîne publique, je pense que c'est France 5, dans une série qui s'appelle le 52 minutes, c'est des documentaires qu'ils font depuis, je ne regarde pas la télé, mais bon, ça c'est connu, on peut vite le retrouver. 52 minutes à l'automne, donc il dure 1h07 minutes, et ils vont le couper à 52, et là on va avoir cette fille qui choisit de vivre, qui va raconter en parallèle un petit peu, comme on vient de le faire là, chacun cas est différent, mais elle a une énergie phénoménale et elle arrive à transformer le négatif en positif. C'est la résilience en fait, c'est le chemin de la résilience. C'est peut-être pas arriver à la résilience, mais c'est le chemin, c'est le point de départ. Donc je vous encourage vivement d'aller le voir, ou ne serait-ce que d'aller voir la bande-annonce sur internet, la bande-annonce du film, et je choisis de vivre, ça dure 3 minutes. Alors des fois il y a des bandes-annonces qui sont belles et après les films c'est nul. Là la bande-annonce est très belle et elle est loin d'être comme le film, donc c'est quand même extraordinaire. Et c'est surtout un film, comme je disais après, c'est un film sur la vie. Un film sur la vie d'une beauté à couper le souffle. Alors nous ce film on l'a vu, le projet de film, je continue un petit peu, il y a 2 ans, à la moitié il y a 2 ans, quand on s'accrochait à toutes les branches possibles, quand on était en chute libre, on a tendu les bras et on a eu l'occasion d'être, on était allé à Montpellier pour la présentation de ce projet de film, qui était au départ un documentaire avec très peu de moyens. Ils voulaient faire ce film avec 80 000 €, caméra au point, et d'être vraiment dans le documentaire pur et dur. On a assisté donc à ce projet, on a donné un billet, et on est parti et on a gardé leur adresse mail, on a vu l'évolution du film, et jusqu'à ce qu'il sorte, je dirais au mois de mai-juin. Et quand on est allé le voir donc à Saint-Gilles-du-Fesque, à côté de Montpellier, et dans un grand cinéma, c'est chose rare, en général il passait plutôt dans des petits cinémas, là c'était un grand cinéma. Et la personne qui a fait le film, Amande et sa sœur, étaient après le film pour débattre avec les gens de leur cheminement, de leur aventure. C'était vraiment une aventure. Et en fait ce film, ils avaient besoin de 80 000 €, ils en ont eu le double. Et au lieu d'avoir une caméra, il y en avait 4, il y a des drones, il y a de belles couleurs, il y a des musiques magnifiques, c'est filmé c'est d'une beauté extraordinaire. Et voilà, donc Amande a été super par rapport à son ressenti. Et tout le monde est très touché de voir qu'on peut survivre à la mort d'un enfant. Donc je finis avec ça. Et je choisis de vivre, c'est le titre du film, diffusé en octobre sur France 5, je pense, ou la 7, je crois que c'est la 5. Voilà, et après je continue, après j'arrête, c'est fini. Je n'ai parlé à Jérôme ce matin. Là, je pense à Renaud et je me dis, Renaud, tu te rends compte de ce que tu nous fais faire, c'est ça, de dire, voilà, on fait des choses que jamais on n'aurait pensé faire. Et la première fois que ça m'est arrivé, ça c'est avec Nathalie, quand Renaud était décédé au tout début. On était en lien avec Florence Trichet et Esther Guérin, des amis maintenant, des mamans qui ont vécu la même chose que nous, qui ont fait des bouquins. Et Nathalie me dit qu'il y a Esther et Florence qui font une conférence à La Rochelle, c'est loin et tout. Je dis non, c'est pas loin, on prend le sac, on se casse, on prend le camion et on est parti à La Rochelle dans la foulée.
Et on est arrivé sur le parking, après, je crois, 4 ou 5 heures de route. Et là, c'est la première fois que j'ai eu ce ressenti de dire Renaud, tu te rends compte de ce que tu nous fais faire, non et on l'a fait. Donc, c'est ce qu'il y a d'être monteur et de faire les choses. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais c'est comme les musiciens, hein, 1, 2, 3, 4, on y va, et ça, c'est la clé de tout pour nous. Après, chacun pourra. Après, si tu veux débattre, enfin, parler des questions. Après, je pense qu'effectivement, chacun a son chemin de Ah oui, oui, oui. Même si c'est la même raison, en fait. Oui, oui. Voilà, et moi, je voulais juste dire un truc par rapport à ce film, c'est que justement, bien sûr, les parents endeuillés sont allés le voir. Dans la salle à Montpellier, je pense que la majorité, c'était des parents endeuillés. Mais ce qui serait bien, c'est que les gens non touchés par la perte d'un enfant aillent le voir. Parce que la mort, elle fait partie de la vie. Et voilà. Je te laisse. Et si vous le voulez, puisque quand même Renaud il est là, hein, et puis qu'il a quand même écrit ça, bien sûr, il y a, à part, tout le monde la connaît, à part la dame là, Renaud, voilà, Renaud nous a laissé une lettre qu'il avait laissée dans son ordinateur, qui s'appelle Dernière, et écrite le 17 septembre, le jour de la Saint-Renaud, et il est décédé le 23. Et cette lettre, la présidente de l'association Phare Enfants Parents, chaque fois qu'on va aux réunions, nous demande si on peut la lire. Alors, les premières fois, c'était très dur, mais je vais vous la relire parce que c'est une lettre très triste, bien sûr, mais très belle à la fois. Voilà, donc Renaud nous avait laissé cette poésie, lettre, enfin voilà. Il y avait des enfants, il y avait des enfants qu'on perdait dans le noir, dans un déchirement qui abattait tout espoir. Et retrouver celui qu'on a toujours aimé, et puis le voir partir avant de culbuter. Ses chaînes à ses chevilles l'entraînaient jusqu'au bord de ce qui allait être son dernier passeport, un voyage dans le ciel par le biais de la terre, avant de s'étaler pour ne plus se relever. Il avait une famille et même 2, 3 amis, qu'il voyait pour sortir avant d'aller au lit. Il gardait sa tristesse bien enfouie dans son cœur, quand il se relevait avant de sécher ses pleurs. Ses parents et son frère le voyaient devenir un homme plutôt beau et son bel avenir, lui redonner la joie qu'il avait oubliée, enfouie dans sa mémoire, ancrée dans le passé. Des rêves, il en avait quand même une poignée, pour certains un projet, pour d'autres réalisé. Puis il s'est envolé comme il le désirait, puis il s'est écrasé au pied de ses idées. Il était pourtant fier de vous avoir près de lui. Chez les uns, chez les autres, certes, il aimait la vie. Il a pu récolter votre amour immortel qui s'étendra toujours au-delà de sa stèle. Il a vécu heureux malgré tant de souffrances qu'il avait exploitées au sortir de l'enfance. Et c'est la tête haute qui vous dit au revoir. En restant tous ensemble, on entretient l'espoir. Voilà. Voilà. Bon, on finit un peu les larmes aux yeux, mais Rachel va chanter. Je vais chanter les choses maintenant, je crois. Oui. Ouais. Oh, pardon. Madame Amérique. Oui. Ah. Oui, allez-y, avec plaisir. On a des histoires qui sont très similaires. D'ailleurs, merci beaucoup pour votre témoignage, parce que c'est vrai, c'est très important de témoigner. C'est très important parce que la mort, ça fait peur. Ça fait peur à tout le monde. Alors que vous l'avez dit, la mort, ça fait partie de la vie. Et alors, quand c'est une mort par suicide, alors là, c'est encore pire. Il y a des gens qui vous tournent le dos parce que des fois, effectivement, que ce soit contagieux, on ne sait jamais. Moi, mon fils, il avait une maladie psychique très sévère depuis 5 ans. Déjà, la maladie psychique dans la société en général, c'est très mal vu. Moi, je suis donc devenue déléguée, après la mort de mon fils, je suis devenue déléguée départementale de l'UNAFAM, mais j'étais à l'UNAFAM depuis plusieurs années, et j'étais accueillante, et j'étais déjà dans l'aide aux familles qui ont des proches qui souffrent de troubles psychiques, parce que je trouvais que c'était extrêmement important de dire aux gens, mais vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas tout seul, il y a plein de gens autour de vous qui sont dans la même situation. Ça, c'était pour les troubles psychiques, mais je m'aperçois que quand on parle du suicide d'un enfant, c'est la même chose. Quand on commence à parler de son histoire, vous avez, enfin encore tout à l'heure,
je déjeune à midi tout à fait par hasard avec quelqu'un que je ne connaissais pas, une jeune femme qui habite Perpignan et qui me demande combien j'ai d'enfants, etc. Enfin bon, m'interroge comme ça. Donc je raconte mon histoire, j'étais avec mon mari, et je vois cette dame se liquéfier sur place. Et je me dis, mais j'avais pas dû lui raconter ça parce qu'elle pense ça de manière... Et là, elle me dit, j'ai vécu la même chose que vous. Quelqu'un que je ne connaissais pas, quoi. Donc, et à chaque fois qu'on en parle, on s'aperçoit que il y a plein de gens autour de nous qui vivent la même situation. Donc ça devrait être quelque chose de beaucoup plus naturel, entre guillemets, bien que ce soit jamais naturel de perdre un enfant par suicide. Voilà, c'est pas dans l'ordre des choses. Et après, chacun trouve son chemin de résilience. Moi, mon fils, il était métis indien, puisque c'est un enfant adopté au Chili, et son totem, c'était l'aigle. Moi, mon fils, je l'ai toujours volé au-dessus de la cordillère des Andes, jusqu'à très récemment, puisqu'on est allé ramener ses cendres au Chili à sa famille biologique il y a quelques mois. Et il est maintenant dans un cimetière, enfin il est aussi ici, hein, parce qu'on a fait aussi une cérémonie ici, on a répandu des cendres ici aussi, mais il est là-bas, dans un cimetière, face à la cordillère des Andes. Je me dis, en parlant des signes, quand on est parti de France, on ne savait pas ce qui allait se passer par rapport à cette cérémonie, puisque de toute façon ça avait été absolument épouvantable de parler avec la famille, avec la maman biologique, parce qu'elle était incapable de nous dire quoi que ce soit. Donc on est parti avec nos cendres dans la valise, toute la famille, et puis quand on est arrivé là-bas, on est allé tout de suite au sud du Chili, enfin au centre du Chili, là où ils habitaient, mais on ne savait pas comment ça allait se passer. Et en fait, ils avaient prévu un véritable enterrement avec des pasteurs évangélistes. Et Ariel est dans une niche, dans un cimetière, un petit cimetière magnifique qu'il aurait adoré, je suis sûre qu'il doit adorer, plein de fleurs, face à la cordillère des Andes. Moi, j'ai toujours vu voler, même c'est moi qui l'ai trouvé à la maison. Et quand je l'ai trouvé, enfin, il s'est pendu, mon fils, donc vous pouvez imaginer. Quand je l'ai trouvé, je l'ai vu tout de suite s'envoler. C'est pour ça que je le dis, voilà, on l'avait mis, Ariel s'est envolé vers d'autres horizons. Il a choisi de s'envoler vers d'autres horizons parce que pour lui c'était une délivrance. Et je pense que c'était une délivrance pour lui, mais il a voulu aussi nous délivrer nous. On en a parlé tout à l'heure. Oui, on en a parlé tout à l'heure et je pense que c'est important. Et c'est important que les gens comprennent ça aussi parce qu'on n'a aucune culpabilité à avoir, ni culpabilité, ni pour nous ça a été, enfin vous l'avez dit aussi tout à l'heure, enfin je ne sais pas si vous l'avez dit dans la conférence, c'était presque un soulagement parce qu'on savait que pour lui c'était un véritable soulagement. Et on a ressenti ce geste comme un geste d'amour vis-à-vis de nous. Et comme on l'a toujours pris comme ça a été, c'est pas facile, bien évidemment c'est pas facile, mais très aidant pour pouvoir continuer pour nous, mais aussi pour le reste de la fratrie, parce que c'est toujours très traumatisant pour les frères et les sœurs, qui en plus étaient complètement, eux, dans le déni de la maladie. Donc, non, leur frère n'était pas malade, hein, c'était pas possible, mais sauf que le jour où il s'est suicidé, ils ont fait ça en pleine figure. Voilà. Donc, c'est important d'en parler. Après, des signes, nous on ne les a pas eu aussi tangibles que vous, mais dans les semaines qu'on suivit, on est allé à un spectacle où il y avait quelqu'un qui chantait l'envol de Louane, alors que bon, on n'avait pas du tout prévu ça, donc ça nous a remis dedans. On est allé à une pièce de théâtre qui parlait beaucoup du suicide, une pièce de théâtre avec des films, ça a duré 3 heures, et l'auteur qui était un Libanais parlait beaucoup du suicide des jeunes, alors que dans le résumé de la pièce, c'était pas du tout mis comme ça. Et on est sortis, mon mari et moi, en larmes. Mais voilà, ça c'était des signes, enfin c'était quelque chose. On n'a pas de synchronicité, mais malgré tout, on se dit, il y a des choses, quoi, il se passe des choses, ça c'est clair, c'est clair. Et tous les jours, on parle. Enfin, je crois qu'il faut garder, la mémoire présente. Et Ariel n'est pas mort, il est dans notre cœur. Votre fils n'est pas mort, il est dans votre cœur, comme vous l'avez dit. Il est dans notre cœur, on en parle tous les jours. Est-ce que tu as fermé les volets dans la chambre d'Ariel? Et c'est pas être dans le déni, hein. C'est pas du tout être. Parce qu'il y a des gens qui nous disent, mettons que vous êtes comme ça, vous êtes dans le déni. Non, c'est pas vrai. On n'est absolument pas dans le déni. Ariel n'est plus là, mais il est ailleurs. Voilà. Il est ailleurs et il a fini de souffrir, parce qu'il souffrait vraiment beaucoup.
Effectivement, il est hospitalisé aussi plusieurs fois sous contrainte. Quelquefois on hospitalise son lit parce qu'il était tellement mal qu'il y allait lui-même. Mais c'est des choses terribles à vivre, ça. Les traitements psychiatriques, les antipsychotiques, c'est terrible. À eux, pour nous, mais pour eux, c'est terrible. Ça les inhibe sur plein de choses. Mon fils était pareil, il écrivait beaucoup. On a aussi plein d'écrits, on a aussi plein de tableaux, parce qu'il avait fait les beaux-arts. On se dit aussi que, et des amis nous disent, il faut que vous fassiez une expo. Et, il faut faire. Bon, on n'y arrive pas encore, mais on a commencé à trier, mais bon, c'est arrêté, bon voilà. Mais ça viendra un jour. Je crois qu'il faut laisser le temps au temps, c'est ça. Il faut laisser le temps au temps, et puis on continue. Et moi j'ai continué en devenant déléguée départementale de l'UNAFAM, en continuant à soutenir les gens, à me donner pour les autres, parce que ça a toujours été ça, ma vie, j'ai toujours été militante, donc voilà, c'est ça qui m'a aidée. Après, pour d'autres gens, ça peut être autre chose. Et puis, il y a des personnes qui vont avoir beaucoup plus de mal. C'est comme ça, quoi. Je pense que l'important, c'est de ne pas s'isoler, hein. Ça c'est clair. Il ne faut pas s'isoler, il ne faut pas rester complètement replié sur son chagrin et sur sa douleur, parce que sinon, c'est pas possible. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement. Mais en espérant qu'un jour ils trouvent ou l'association ou le déclic qui font qu'ils vont s'ouvrir aux autres, quoi. Parce que comme je dis, c'est la maladie psychique, il y a des gens qui restent 10 ans enfermés chez eux à ne pas sortir, les familles, hein, je veux dire, à avoir honte, à être culpabilisés, et puis un jour ils tombent par hasard sur le nom de l'UNAFAM ou d'une autre association, ils viennent et puis là, ils peuvent commencer autre chose. Je crois que voilà, c'est un long chemin de toute façon, et c'est un chemin qui ne nous quittera pas. Enfin, on sera sur ce chemin jusqu'à la fin de notre propre vie, ça c'est clair. Oui. Mais notre fils est toujours présent. Absolument. Toujours présent, ça c'est clair. Merci. Merci. Je suis très triste pour tous les gens qui ne sont pas venus parce que je trouve qu'on a passé un super moment. C'était très fort. On n'était pas nombreux. Ça leur a fait une belle répétition. Oui. Filmé par Jérôme. C'est pour ça que je t'ai posé des questions. C'était pour relancer un peu. Et j'ai trouvé que c'était très beau, très fort. Il s'est passé beaucoup de choses. On a rencontré une nouvelle personne formidable. Et tant pis pour les autres. Mais nous, on a passé un super moment. Et merci à vous. Merci. Et merci. Rachel est notre star européenne. Voilà. Et avant que Rachel nous chante cette belle chanson, donc pleine d'espoir, c'est vrai que j'ai vu les larmes couler, tout ça, c'est émouvant. Mais bon, Renaud, il avait la connerie, ceux qui sont là le connaissent. Alors, haut les cœurs, c'est émouvant, c'est comme ça, mais il ne veut pas nous voir tristes. C'était pas le but, donc c'est sûr que je comprends ma sensibilité, même moi, j'ai pas pu la lire en entier, mais voilà quoi. On y va. On y va, et Renaud, il veut nous voir continuer à faire la fête, continuer à rigoler, continuer d'aller en Espagne et compagnie, et vivre, voilà. C'est dur, mais c'est comme ça. Et c'est ce qu'il veut, et donc, voilà, il y a eu un moment un peu de combat, mais il ne faut pas rester là-dessus. On peut danser là, soit parce que Renaud aimait danser, d'ailleurs il dansait souvent avec toi. Voilà, donc voilà, il ne faut pas rester prostré là-dessus. C'était pas du tout le but, quoi. Voilà. Allez, Rachel. Allez. Moi, je sais pas. Apart.